bonjour à tous. Ah, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Yanis Maklaski. Je travaille au sein du laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sociales, en tant que père praticien. Et c'est en tant que père praticien que j'ai été formé en 2013, donc ça fait déjà 8 ans. Et je me souviens, à cette époque-là, je découvrais ce que c'était toutes ces questions de rétablissement, de père aidant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je me souviens à l'époque des premières personnes, les premiers noms que j'ai entendus. Parmi ça, il y avait Luc Vigneault. Et parce que nos profs à l'époque nous avaient montré, je crois, une vidéo, une intervention qu'il avait dû faire à la télévision, je crois. Et donc, ça a été un des premiers noms que j'ai associés au tout début à ce vers quoi je m'orientais alors, sans vraiment savoir où j'allais. Mais voilà, il y avait ce visage, cette bouille de Luc qui m'a accompagné en fait pendant longtemps. Et j'ai eu la chance de te rencontrer, Luc, pour la première fois à Montréal. Oui. Et ça m'a conforté dans cette idée que, enfin, Luc le sait, c'est vraiment un ambassadeur. C'est-à-dire, moi, je le vois comme un showman, un humoriste, donc un porteur, en fait, il pourrait défendre à peu près n'importe quoi, ça passerait. Alors, on a de la chance de l'avoir avec nous pour défendre des choses intéressantes, mais il pourrait aussi, à mon avis, faire passer le pire tout à fait en douceur. Et donc, on a la chance d'avoir ce showman aujourd'hui avec nous pour parler de la question du partenariat et ses variantes, en fait, au sens élargi. Et j'aime beaucoup ce thème, enfin, tout le monde qu'il peut y avoir autour de la question du partenariat, de la participation, de la collaboration. Parce qu'en fait, on le voit quotidiennement sous un angle psychiatrie, santé mentale, institution qui concerne en fait une très petite partie de la société. Mais en fait, les questions qui sont posées derrière, elles relèvent de toute la société. C'est-à-dire que c'est vraiment la question de la démocratie, donc la participation. Enfin, ça se voit à tous les niveaux, et même à un niveau politique national, mais même à un niveau micro dans la relation. Comment est-ce que ce soit entre un patient et un psychiatre, ou entre un caissier et un acheteur ou autre, comment est-ce que se négocie notre relation? Comment est-ce que j'accepte de céder une part d'un potentiel pouvoir symbolique ou affectif que j'ai? Comment est-ce qu'on arrive à négocier, à trouver une dynamique en fait, où tout le monde est acteur? Et c'est dans cela que je trouve ça un croisement assez encourageant entre un showman qui, j'espère, est en forme aujourd'hui et une thématique qui va bien au-delà, qui soulève des questions qui vont bien au-delà des seuls enjeux psychiatriques et des seuls murs de l'hôpital. Et sur ce, je pense laisser la parole à Mr. Luc Vigneault. Ah, ben bonjour tout le monde. Je suis bien content que vous soyez là. Désolé du retard, c'est de ma faute. On s'est parlé plusieurs fois, Paris et moi, puis je n'avais pas la même heure. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va ouvrir le fameux. J'ai envoyé un PowerPoint. Oui, normalement, ils doivent pouvoir le mettre. OK, c'est eux qui font ça, puis je vais leur dire quand changer de diapo. On fait ça, Marianne? Ou bien vous pouvez lui donner le contrôle. La communication, est-ce que vous êtes encore là? Allô? Sinon, Non, en fait, oui, j'essaie de donner le contrôle. Ah, d'accord. Ouais. Sinon, moi, je dois l'avoir autrement. Emmanuel, tiens. Ouais. Je peux donner Emmanuel. Moi, si vous me donnez le contrôle, là, tant pis pour vous. Là. Alors. Bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie, mais c'est ça. C'est pas long. Bon, pendant qu'ils cherchent, là, on peut commencer à parler. De quoi tu veux nous parler? Bon, donc c'est important de vous dire, ben bonjour, là, c'est encore une fois, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de partenariat, de patients partenaires, etc. Alors, c'est ce que je vais vous parler, ce que moi je fais ici au Canada, principalement dans la ville de Québec.
hein, qui est le berceau de la francophonie d'Amérique du Nord. Alors, ici, on a une université qui est l'Université Laval. Donc, Laval pour Monseigneur Laval. On était très... C'est lui qui a colonisé la ville, paraît-il. Et donc, également, on est adjoint, on a un gros hôpital psychiatrique qui s'appelle l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, qui autrefois s'appelait Robert Giffard, qui était voilà, un gros hôpital psychiatrique. Donc, mais évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, comme vous vous en doutez. Non, mais juste pour vous dire quand même, dans cet hôpital-là, tout confondu, là, je crois qu'on a quelque chose comme 300 lits, là, quand même, c'est beaucoup. Et à l'externe, là, il y a peut-être 50 60 000 personnes qui ont un suivi, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et on a commencé bien sûr, à parler de partenariat, patient partenaire, ça fait quand même un petit bout de temps. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. On a aussi, on est inspiré par, nous, on a l'Université Laval avec des équipes sportives, comme un peu partout dans le monde. On a, entre autres, une équipe nous, on appelle ça le football, mais c'est du rugby pour vous, là. Enfin bref, qu'on appelle le Rouge et Or. Et le Rouge et Or sont les champions du Québec, là, année après année. Et eux, ils ont des mesures d'accommodement, hein, parce que les athlètes, quand ils sont en tournée pour aller, par exemple, jouer contre Montréal, ben, si ça tombe une date d'examen à l'université, ben, ils peuvent reprendre leur examen, etc. S'ils sont, par exemple, ils vivent du stress, de l'angoisse parce qu'ils ont une grosse compétition, ben, ils peuvent avoir l'examen tout seul dans une classe. Donc, un beau jour, le recteur de l'Université Laval, qui a un enfant qui a atteint schizophrénie, là. Je le dis parce qu'ils disent publiquement, là, a dit, ben pourquoi on n'offrirait pas aux gens qui ont un trouble mental les mêmes conditions d'accommodement à ces personnes-là que le Rouge et Or? C'était bien pensé, vraiment. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Alors, juste pour vous dire que c'est comme ça que ça l'a commencé. Donc, j'ai la main sur le PowerPoint, Luc, donc tu me dis quand Ah, j'arrive. OK. Change, s'il vous plaît. Change. Emmanuel, on voit toute la présentation, sauf on Hein? voit ta vision et pas la présentation. On voit les D'accord. diapositives, les notes, je ne sais pas Alors, comment. attendez. Donc, merci. Je vais faire l'autre. Oui. Parce que j'ai deux écrans. Ah, Donc, très bien. je vais en mettre qu'un. Pendant qu'elle cherche ça, je tiens à vous dire que j'ai... Oh, Voilà. ah, le blanc. Pendant que c'est ça, je tiens à vous dire que j'ai deux chiens qui sont présentement endormis. Alors, on souhaite qu'ils vont rester endormis. Mais si jamais ils se mettent à japper, on mettra sur mute parce que c'est pas très, très agréable. Bon. Donc, voilà, je tiens à dire que j'ai aucun conflit d'intérêt dans cette présentation-là. C'est important. Bon, une note biologique rapidement, ben, j'ai été père aidant, consultant, conférencier, bon, vous le savez, mais j'ai été père aidant, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier-là. Sur le terrain, sur le suivi dans la communauté, au niveau de l'hébergement, également à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique comme tel, là, puis prêt aussi, consultant auprès de la direction générale pour avoir une approche axée sur leur établissement. Bon, c'est un peu ça que j'ai fait. Et ben, j'ai écrit 2 livres, hein, qui s'appellent « Je suis une personne, pas de maladie » et « Cap sur leur établissement ». Donc voilà, et à Laval, ben, je suis patient partenaire de recherche, ce que je vais vous parler. Je suis également enseignant, ce que je vais vous parler aussi. Donc, je vous ai mis là, on voit qu'il y a beaucoup, mais ce n'est pas si pire que ça. Mon expérience comme telle, d'abord, comme patient partenaire de recherche, je fais partie des équipes avec l'université et c'est important de dire que je suis payé, hein, donc je reçois un salaire pour ma participation, je reçois un salaire pour mon temps de lecture, mon temps d'analyse, etc. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Puis
également, quand les équipes font des demandes de subventions auprès des bailleurs de fonds, bon, c'est des octrois du Conseil de recherche en sciences humaines au Canada ou le Fonds québécois, etc. Ils me mettent, moi, comme faisant partie de l'équipe de recherche. Donc, je possède aussi l'octroi de la subvention. Donc, j'ai des comptes à rendre comme tout le monde, etc., etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Parce que l'idée, c'est de dire, ben, le savoir expérientiel puis le savoir scientifique, ben, il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre. C'est ça qu'on veut dire dans ce sens-là. Donc, quand, par exemple, j'enseigne avec un médecin ou autre, ben, l'idée, c'est qu'on ait tous les deux le même salaire parce qu'on est tous les deux enseignants cette journée-là. Donc, voilà. Ça fait partie du principe que un n'est pas plus que l'autre. Puis ça vient aussi, comme on disait il y a une dizaine d'années, c'est d'aller au bout de la logique. Hein. Si on croit que les personnes peuvent se rétablir, on croit que les personnes peuvent retourner sur le marché du travail, on croit que les personnes, ce qu'ils ont dans leur expertise, ça vaut de l'argent, mais allons au bout de la logique et payons-les, puis engagez-les, engageons-les dans nos trucs. Puis également aussi, en tout cas au Canada, au niveau des universités, ben, c'est toute la question, qu'est-ce que les gens font de l'argent de nos taxes, hein? Parce qu'ils sont payés que nos taxes, les recherches. Puis il y avait aussi, on a des partis de droite, extrême droite au Canada, là. Bon, ils ne sont pas au pouvoir, mais eux remettent en question la recherche, eux, ils remettent en question les subventions, etc. Donc, ils ont dit, ben, on va ouvrir au public, même au niveau de la gouvernance, on va avoir des patients citoyens pour qu'ils voient ce qu'on fait, puis qu'ils voient puis on va leur demander leur avis, s'ils croient que c'est important, puis si oui, ben, s'ils peuvent défendre ça avec nous autres. Puis c'est ce qui est arrivé finalement. Puis effectivement, les citoyens ont dit, mais les recherches, c'est important parce que c'est un outil qui nous aide à aller plus loin, à réfléchir plus loin, etc. Donc, c'est ça qui est important. Alors, voilà. Ça m'a amené, nous, on a un groupe de réflexion sur le concept de citoyen partenaire à l'Université Laval. Donc, on a assis des gens à la même table pour en discuter d'abord, pour ou contre, on en discute, etc. Et bien sûr, on a donné ce mandat-là, on a une vice-doyenne à la faculté de médecine, qui est la vice-doyenne des affaires sociales, qui pilote ça. Donc, elle invite ses collègues vice-doyens des autres facultés à venir. On s'assoit, on regarde, et quelle structure on veut, etc. Bon, voilà. C'est comme ça que ça vit comme ça. Avant aussi d'entrer dans le vif du sujet, bon, je suis aussi patient partenaire à l'Université de Bordeaux. Fantastique. Donc, le Stigma Pro, ils font une recherche sur la stigmatisation et la schizophrénie. Donc, je collabore avec eux, etc. Je collabore beaucoup avec Emmanuel aussi, joué là, à Paris, à Lyon, avec Nicolas Franck, bref. Et ça m'a amené à apprendre des choses, ça m'a amené à penser différemment aussi. Voilà, fait que je vais passer, peut-être juste, j'ai mis évaluateur du Fonds communautaire Bell Cause pour la Côte. Bell, c'est une entreprise canadienne de télécommunications. Et Bell, à chaque année, ils offrent 500 millions de dollars canadiens, qui est 33 millions d'euros, pour des projets de rétablissement à travers le pays. Donc, les organismes d'aide, les fondations, ben, ils postulent. Et moi, ben, je suis un évaluateur de ces projets-là. Hein? Donc, on a toutes sortes de gens, dont l'importance d'avoir le savoir expérientiel là-dessus. J'ai fondé une alliance de recherche université-communauté où on a 1320 euros qu'on doit gérer. Ça vient aussi dire, ben, les malades mentaux ne sont pas capables de gérer de l'argent, ils ne sont pas capables de s'occuper de ça. Mais là, on est allé au bout de la logique. Donnons-leur les sous. Puis
ça s'est bien géré finalement. Vous savez, il y a des gens qui ont des schizophrénies, troubles bipolaires, etc., qui gèrent des chantiers de construction de plusieurs millions. Puis il faut faire tomber ces tabous-là. Alors, l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc, ma formation, moi, mon savoir expérientiel, je blague en disant que je suis de l'école de la folie. En fait, moi, j'ai un lycée, l'équivalent d'un lycée chez vous. Donc, j'ai malheureusement pas pu aller à l'université plus jeune. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'étais en plein délire. Moi, la schizo a commencé, ça a 17 ans, puis j'en viens encore un peu, mais beaucoup moins, là, mais vous dites, le gros de la délire jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, je n'ai pas pu aller à l'école. Puis en même temps, c'est important aussi, quand on parle des pères aidants ou quand on parle de patients partenaires, on ne veut pas non plus une infirmière comme père aidant, on veut une père aidante. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans dire, bien, cette personne-là, elle a des études universitaires importantes, mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Des gens des études universitaires, il y en a plein dans l'hôpital ou dans l'université que vous êtes, mais le savoir expérientiel, c'est d'abord la maladie. Après, comment on deal avec la maladie, comment est-ce qu'on est capable de garder espoir, comment on se rétablit. Après, c'est sûr que d'aller suivre des cours là, de perfectionnement, ou déjà, si c'est un bagage universitaire, tant mieux, etc. Mais nous, les gens sont payés sur leur savoir expérientiel. Les gens qui n'ont pas de maladie sont payés sur leur diplôme universitaire. Quand tu vas travailler, il y a une convention collective, il y a des syndicats. Bon, un bac, une maîtrise, un doctorat, ben, ça vaut tant. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ont négocié avec l'hôpital en disant, ben, une maladie mentale, comment ça vaut? On a essayé de s'entendre sur un chiffre. Et c'est la base, la maladie. Voilà. S'il vous plaît, Emmanuel. Bon. Donc, je suis membre du groupe de recherche CAPS de rétablissement. Je l'appelle mon camp de base. Pourquoi mon camp de base? Parce que je suis aussi titulaire des octrois de subventions. Nous, on se voit de façon assidue toutes les 2 semaines, une demi-journée par 2 semaines. Et ce sont des chercheurs émérites, vraiment des gens qui sont des professeurs attitrés à l'université de divers horizons, que ce soit la psychiatrie, je vois la pharmacie, la psychologie, la neuropsy, etc., etc. Et il y a moi qui suis leur patient partenaire de recherche dans cette équipe-là. Il y a aussi le service social, là, qui n'est pas, Marie-Hélène, qui n'est pas sur la photo. Donc, voilà, puis encore une fois, je suis payé pour être là, je suis payé pour le temps de lecture, je suis payé le temps d'analyse, des discussions, etc. Pour eux, c'est vraiment important. Alors, voilà, parce que j'amène mon point de vue là-dedans, les idées, etc. Alors, on va aller à l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc, toujours avec CAPS Rétablissement, je trouve ça bien parce que eux, leur logo, notre logo, c'est comme un bateau, c'est un voilier, en fait, et CAP pour comprendre, agir, partager. Donc, voilà. Donc, mes collègues me nomment le capitaine de CAP Établissement pour faire référence au bateau. Donc, c'est moi le capitaine. Donc, à chaque réunion, le premier point à l'ordre du jour, c'est le point du capitaine. Donc, mes collègues scientifiques ont dit, ben, tu sais, nous, quand on discute de nos projets de recherche, souvent, souvent dans des termes que je vous avoue qui sont difficiles à suivre, ça peut arriver. Et vous savez, des fois, les discussions s'éternisent, puis on arrive à la fin de la réunion, on n'a pas pu parler des projets à Luc, on n'a pas pu parler du projet à l'autre. Donc, pour être sûr que ma voix soit entendue, je suis le premier point. C'est systématique, c'est imbougeable, c'est là à chaque fois. Et donc, j'amène mes préoccupations. D'abord, comme patient du réseau, là, comme personne qu'est-ce que je vois dans les salles d'attente, qu'est-ce que j'entends, comment est-ce qu'on est reçu, etc. On voit tout ça. Comment est-ce que mes pairs aussi me disent des choses.
parce que c'est ça qui va orienter la recherche. Hein? C'est ça qui... On fait des recherches qui sont axées sur les besoins des gens et on fait des recherches qui vont leur être utiles, hein, qui vont pouvoir utiliser pour améliorer leur service, leur santé, etc. Voilà. J'ai un budget pour des activités que j'ai besoin de faire, comme par exemple, je vais aller dans un colloque à Montréal. C'est à peu près 250 km de Québec. Hein, donc, le transport, l'hébergement, les inscriptions au colloque, eux, ils payent. Parce qu'on a une subvention comme fonctionnement d'équipe. Et cette subvention-là nous permet d'engager, on a une coordonnatrice scientifique, puis on a aussi des sous pour des bourses d'études pour les étudiants universitaires. Et on a un budget pour le père aidant, pour qu'il puisse lui aussi réaliser ses projets, des fois ses titres. Et c'est ça qui fait que j'ai souhaité écrire un livre sur les services en santé mentale que j'ai appelé Cap sur établissement et exiger l'excellence dans les soins en santé mentale. Donc, j'ai demandé à mes collègues scientifiques aussi de coécrire avec moi un chapitre. Et le défi qu'ils avaient, c'est que monsieur et madame tout le monde puisse comprendre ce qu'ils lisent. C'est ça drôle! Parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez lu des demandes de subventions scientifiques, c'est ardu. Donc, voilà. C'est un défi qu'ils ont réussi avec brio. Voilà. S'il vous plaît, Manuel. Bon, si on parle de partenariat avec le patient et le public, d'abord, on s'est basé sur une définition de quoi qu'on parle. Hein? J'ai mis les liens de référence. Donc, on parle d'engagement des patients lorsque ceux-ci collaborent véritablement et activement à la gouvernance, à l'établissement de priorités et au processus de recherche, ainsi qu'au compte-rendu, la diffusion, la communication et à l'application des connaissances qui en sont issues. Là, on voit, c'est quand même large. Souvent, vous avez dû connaître ça, vous aussi, hein, au début, on faisait un projet, puis là, on allait voir les personnes concernées. Et puis, qu'est-ce que tu en penses? Tout est à fait. Donc, ça n'est pas du partenariat avec le public ou les patients, ce n'est pas ça. Donc, voilà, j'en ai d'autres. Emmanuel, s'il vous plaît. Donc, des assises importantes. L'OMS, dans une déclaration sur les besoins de santé primaire là, en 1978, qui dit « Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont destinés. » Alors ça, c'est important. C'est un droit qu'on a, hein, de vraiment être participant, partie prenante à temps plein là-dessus. Également, ça dit que la promotion de la santé doit avoir pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour y arriver. C'est ça qui est important. C'est un peu une émancipation du... tu avais le médecin spécialiste qui sait tout et toi qui sais rien. On t'empêche un peu d'équilibrer les soins de cette façon-là. Alors, Emmanuel, s'il vous plaît. Donc, le fondement du patient partenaire à retenir, là, le patient est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. Le seul, il n'y a pas d'autre. Également, le patient est le seul expert des conséquences du traitement sur sa vie. Et ça, parce que vous savez, des fois, on nous prescrit des trucs, là. Ouais, mais moi, par exemple, je dors toute la journée. Ah, mais c'est bon, tu n'as pas tes symptômes. Oui, mais je dors toute la journée. C'est moi qui vis ces conséquences-là. Là. Puis également aussi, vous savez, quand tu as une maladie chronique, c'est toi qui vis avec. Ce n'est pas les soignants, puis ce n'est pas les accompagnants, c'est toi qui vis avec. Oui, la famille aussi a des conséquences, c'est vrai. C'est vrai, ça a des conséquences sur la famille. Donc, c'est pour ça que je vais en parler un peu plus tard, là, des impliqués dans ça aussi. Au Québec, on a depuis 2-3 ans des pères aidants, famille. Donc, voilà.
Ça a commencé à Montréal, à l'urgence psychiatrique. Là, voilà, quand les gens se présentent, il y a une père aidant qui parle aux familles. Ah, c'est fantastique. Donc, de ce fondement-là, on va passer à l'autre diapo, là, s'il vous plaît. Donc, la santé publique de la capitale nationale, la région de la capitale nationale, parce que nous, ici à Québec, c'est la capitale du Québec. Et à chaque fois qu'on parle de Québec, c'est toujours capitale nationale. Hein? Pourquoi? Parce que politiquement, on a eu des partis politiques séparatistes. Hein, ça, on en a encore d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'ici, tout s'appelle la capitale nationale, mais Ottawa, c'est aussi la capitale nationale du Canada. Donc, des fois, on est mêlés. De qui vous parlez? C'est celle de Québec, celle d'Ottawa. Bon, voilà. Enfin, eux, celle à Québec, ils ont fait une échelle, je trouve, très bien, clair, net et précis. C'est quoi le partenariat avec le public et c'est quoi le partenariat avec le patient? Alors, on voit qu'ici, la non-participation, ben, ils appellent ça de la manipulation, tout simplement. Voilà. Et là, quand on parle d'information, de consultation et de nomination, on est dans coopération symbolique. C'est comme je vous disais au début, quand on fait quelque chose et voilà, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, on est dans la coopération symbolique, tout simplement. On n'est pas vraiment dans le partenariat. Mais là, quand on arrive dans un partenariat, dans la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen, là, vraiment, on parle d'un pouvoir effectif, vraiment. Alors, ça nous donne une idée, parce qu'il y a beaucoup, des fois, il y a certains centres hospitaliers qui disent, ah, nous, on en fait du partenariat, mais ils sont dans le symbolique. Alors, il faudrait monter un petit peu plus haut. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Ben, j'ai regardé aussi qu'est-ce que la communauté scientifique dit. Il y a les croyants, il y a les athées, puis il y a les agnostiques. Hein? Ils sont séparés comme ça. Je rajouterais aussi là-dedans la population générale aussi, hein? Les gestionnaires, etc. Donc, les croyants disent, ben, au niveau de la recherche, c'est une meilleure appropriation de la recherche. Hein? Les gens, donc, s'approprient ça. La production de recherche plus pertinente. Ça aussi, j'ai remarqué ça beaucoup, beaucoup. Le patient partenaire améliore le recrutement pour les études. Vous savez, quand ils font des études, c'est les personnes diagnostiquées schizophrènes, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à recruter. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent un patient partenaire qui vit la schizophrénie et lui contacte ses collègues, hein, contacte les gens qui sont avec lui, soit dans le groupe d'entraide, ou soit comme ami, peu importe. Et là, ils réussissent à atteindre le nombre suffisant le N qu'on appelle en recherche. Là. Parce que les gens, comme moi, des fois, la confiance n'est pas tout à fait là, des fois. Alors donc, ça aide pour ça. Ça enligne les priorités avec les besoins du terrain. Puis, ça valorise l'expertise. Hein? On valorise cette expertise. Donc, les athées, ceux qui ne croient pas du tout, ils nous disent, bien, ce sont tous des militants. Ça, j'entends ça là, à plus qu'une fois. Ouais, Luc, on veut avoir des patients, mais pas de militants. Alors, on ne veut pas de ça. Là. Ça critique tout le temps, comme on dit, ça chiale, ça parle fort. Bon, on ne veut pas de ça. Bon. Je suis désolé, mais les militants, s'ils sont entendus, écoutez, ils ne parlent pas fort. C'est quand on les empêche de parler, puis j'en fais partie, à un moment donné, bien, ça t'énerve. Ils ne comprendront pas ça et ça prend du temps. Comme si ça prenait du temps à expliquer à une personne qui a un trouble mental c'est quoi la recherche, le fonctionnement, etc. Non, ça ne prend pas plus de temps. Si tu utilises des mots que les gens comprennent, ils vont comprendre. Mais si tu utilises des mots que juste une petite couche de la société comprend, ben, c'est pas parce que c'est une maladie mentale, hein, c'est parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Donc, utilise des mots que les gens comprennent. Ils disent qu'il y a un risque de biais, hein, parce qu'on est là, ou c'est juste une mode, ça va passer. C'est vrai que on sait dans les services, il y a des modes. Voilà. Alors, les agnostiques, ben, ceux qui ne croient pas du tout, ben, où sont les données probantes et quels sont les impacts?
Heureusement, en 2021, on a maintenant des données probantes. On a vraiment l'impact des patients partenaires, hein, juste au niveau de la paire-aidance, là, dans un livre là, que Nicolas Franck de Lyon a co-dirigé, et puis Caroline Sellard qui est avec moi ici à Québec, on parle d'une réduction d'hospitalisation de 30% au niveau des gens qui ont des troubles de santé mentale quand ils sont accompagnés par un père aidant, par exemple. Là, ce n'est pas un impact. Je me demande bien ce que c'est. Hein? Donc, voilà, exactement. C'est ça. Oui, c'est correct. Merci, Manuel. Donc, ça, c'est Canada. Ça ressemble à Québec. Parce que nous, c'est important de vous dire que tout ce qui est santé, éducation, c'est juridiction provinciale. Donc, en principe, le gouvernement canadien, il ne peut pas me désamêler de ce qui se passe ici, mais ça fait des petites chicanes. Vous avez sûrement ça en France, hein, les régions contre la nationale, puis je suis sûr que vous avez ça. Donc, nous, on a ça aussi. Mais au niveau canadien, au niveau 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. Hein? Donc, le patient ou citoyen, c'est la grosse boule, on peut dire, et le partenariat avec les autres. Et donc, plus on monte de niveau, bien, plus vraiment on part de communication, écoute, jusqu'à vraiment l'engagement. Ça, c'est fantastique. Puis je vous dirais, les gens qui sont arrivés là, ils ne veulent plus s'en passer. Je ne parle pas juste des patients, je parle des scientifiques, des soignants. D'abord, si on parle juste au niveau des soins, ça a fidélisé les gens à leur traitement de façon exponentielle. Parce que les gens comprennent, hein, les gens collaborent, participent, etc. Donc, ne serait-ce que juste ça, les gens vont mieux, ils se rétablissent mieux, etc. Donc, c'est bien pour ça. Alors, Manuel, s'il vous plaît. Ben, ça, c'est le cadre de référence qu'un peu aussi par écrit. Bon, finalement, c'est ça. Je regarde ça, c'est par écrit. Sauf que quand mettons, on fait de la consultation, peu importe, quel patient, donc, il y a des patients spécialistes, puis il y a des patients généralistes. Alors, c'est quoi un patient spécialiste? C'est quelqu'un, ou un de ses proches, c'est quelqu'un qui est directement touché par la technologie évaluée ou directement touché par une maladie X, c'est-à-dire qu'il est atteint d'une maladie X, hein, parce que ce n'est pas juste en santé mentale, nous, en passant, c'est toute catégorie confondue. J'ai un copain qui a une valve vocale, qui est patient appartenant expert en cardiologie là-dedans, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a divisé ça, on appelle ça les patients généralistes. C'est des patients qui représentent les autres patients ou les utilisateurs de services de l'hôpital ou du territoire ou de l'université, peu importe. Donc, oui, c'est juste pour essayer de comprendre, de diviser aussi. Qu'est-ce qu'on a quand on consulte pour des choses bien précises? Est-ce qu'on a besoin d'un patient spécialiste? Est-ce qu'on a besoin d'un patient généraliste? Est-ce qu'on a besoin des deux? Voilà. Alors, de ça, on a fait une recherche, oui, de ça, il est sorti un magnifique tableau qui est un cadre de référence sur la participation des patients selon la phase et les activités du processus d'évaluation au niveau local. C'est long à dire, oui. Donc, il y a la phase, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, d'abord. Il y a la phase d'évaluation, les objectifs, le niveau, le sens d'information, puis les activités des examens. Et là, au niveau de ce côté de la réalisation du rapport de la diffusion, et au centre, on peut voir, ben là, au niveau de la suggestion pour les évaluations, si on veut évaluer un programme bien précis, une technologie bien précise, un soin bien précis, mon ami avec sa valve, etc., ben là, on peut demander à des patients généralistes parce que eux côtoient plusieurs personnes. Puis il y a certains troubles ou maladies. En santé mentale, des fois, les gens sont pas encore rendus là dans leur empowerment, dans leur appropriation du pouvoir d'agir. Donc, on fait référence à des patients généralistes qui viennent représenter leur père. C'est ça que je voulais dire. Qui sont des employés permanents d'une association, par exemple. Donc, ils sont au courant de tout, ils ont le temps de lire, etc. Bon.
Ensuite, ben, les spécialistes, on voit pour prioriser des projets, on fait appel aux deux. Collecte sur la donnée, je descends un peu plus bas. Vraiment, ben là, on a besoin vraiment seulement du patient spécialiste, etc. Donc, je ne lirai pas tout le tableau. Puis de centre d'information, ben, ce producteur, c'est soit celui qui fait les soins, celui qui fait la recherche. Donc, au niveau des priorités, on voit que c'est le patient qui décide. Hein? Ça va de patient à producteur au niveau du centre d'information. Donc, c'est vraiment le patient qui est important. Et élaborer les plans d'évaluation, c'est le patient d'abord. Ce n'est pas le producteur qui fait quelque chose et qui dit, puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà, c'est dans ce sens-là. Emmanuel, s'il vous plaît. Donc, l'implication citoyenne au Canada. Donc, au Canada, la responsabilité sociale et l'implication citoyenne fait partie des conditions d'agrément des programmes de formation universitaire dans les milieux de soins. Donc, vous savez, pour être un hôpital ou une université, ils sont inspectés là, de façon régulière, là, aux années ou aux 2 ans, et ils doivent être agrémentés pour dire oui, voici cet hôpital-là, cette université-là répond aux normes de sécurité et répond aux normes canadiennes pour ce qu'ils ont à faire. C'est ça aussi qui est une assise importante. Puis je suis certain que chez vous, en France, vous avez aussi cette responsabilité sociale-là. Et ensuite, l'OMS qui dit la responsabilité sociale, donc ce qu'on parlait tantôt, est l'obligation d'orienter la formation que les facultés de médecine donnent, les recherches qu'ils poursuivent et les services qu'elles dispensent vers les principaux problèmes de la santé, de la communauté, de la région, etc. etc. On ne peut plus faire des recherches ou n'importe quoi, parce qu'avant qu'on réunisse notre comité, là, chez nous, à Laval, 85% des recherches étaient inutiles pour le patient. 85, c'est beaucoup! Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce virage-là, de dire, mais maintenant, les recherches doivent être orientées vers les besoins du patient. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. Alors voilà, Manuel, s'il vous plaît. Donc, puis au niveau plus local, puis je suis certain que c'est la même chose chez vous. On a la loi sur les services et la santé, les services sociaux, ou la loi sur la santé, qui favorise la participation de tous les intervenants des divers secteurs d'activité de la vie collective, dont l'action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être. Donc, vous voyez, c'est au niveau international, mondial, l'OMS, au niveau national, au niveau du pays, la province, puis après ça, on s'en va vers plus local, micro, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on peut devenir patient partenaire parce qu'on se réfère à toutes ces obligations-là qu'ils ont. Emmanuel, vous voulez? Emmanuel, est-ce que tu es là? Oui, ça a bugué, je ne sais pas. Ah, d'accord. Voilà. OK. Merci. C'est bon, c'est bon. Donc, on est aussi parti d'un principe qui est important en Amérique du Nord. Une personne sur 2 vit avec au moins une maladie chronique. Donc, 50% des gens chez nous, en Amérique du Nord, ont une maladie chronique. C'est énorme, 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 énorme. Hein? On parle de haute pression, diabète, obésité, maladie mentale, etc., etc. Donc, le concept du patient partenaire, comme vous voyez dans le beau dessin, il n'est pas au milieu de la table, il n'est pas au cœur des préoccupations. Il fait partie de l'équipe soignante. C'est ça un patient partenaire. Donc, il s'assoit avec l'équipe multidisciplinaire pour trouver les meilleurs traitements que sa maladie réfère. Et comme vous voyez, autour de la table, il n'y a pas juste des infirmières, des médecins. Il y a aussi, des chercheurs, hein, il y a aussi des gens, des citoyens de la communauté. Il peut avoir... en fait, c'est quoi qu'on a besoin pour améliorer les services de cette personne-là? Ben, on les assoit tout le monde ensemble. Et ils sont un membre à part entière de cette équipe-là, les patients, tout simplement.
comme tous les autres. Ils ont le droit de parole comme tous les autres. Ainsi, si c'est nécessaire, ben, on inclut la famille, c'est important. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que, voilà. C'est l'autre, tu peux changer à l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça nous a amené, j'ai parlé qu'on a eu une journée de réflexion à l'université, c'était le 25 novembre 2019. Mais là, on était séparés en sous-groupes, il y avait plus de monde que ça. Et le vice-doyen était là, bien sûr. Il y avait des animateurs de l'université. Et on demandait des patients tout agabites, hein, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous un patient partenaire? C'est comment vous voyez ça? Puis là, ils disaient ça hein, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, au niveau des soins aussi. Et c'est comme ça qu'on est venu à un consensus, si on peut dire. Et voilà. Emmanuel, s'il vous plaît. Donc, le rôle du patient partenaire, c'est important. Nous ne sommes pas des héros, encore moins des sauveurs. Les experts, c'est l'équipe. Ça, je le répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas parce qu'un père aidant arrive ou un patient partenaire que les autres n'ont plus besoin d'eux autres. Non, mais non! C'est un plus. C'est un plus. Moi, je n'ai pas l'expertise d'une chercheur, je n'ai pas l'expertise qu'Emmanuel a, je n'ai pas l'expertise d'un médecin, service social, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'équipe et c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Puis, on a le droit de ne pas être d'accord avec le patient partenaire, puis on a le droit d'en discuter avec. Ça fait partie du processus de travailler en équipe. Merci. Manuel. Donc, je vais vous parler de la décision partagée qui a fait un peu controverse, mais qu'on a réussi à mettre au point. Mais c'est important de vous dire qu'il n'y a aucune compagnie pharmaceutique de l'industrie qui est impliquée dans ça. Et tous les outils qu'on fait développer, les patients et les soignants, c'est un accès gratuit en tout temps. C'est l'État qui paye pour. Alors voilà, ça c'est des outils qui sont issus de la recherche. Ça c'est pour les antidépresseurs. C'est un outil qu'on a pour la décision partagée. La décision partagée, c'est qu'on prend, un outil, j'y vais au hasard avec le changement de poids, tiens. On met l'outil là et on discute. Ça permet premièrement d'avoir une discussion. Et on sait maintenant chaque molécule si elle favorise la prise de poids ou si elle favorise le maigrir. Je ne sais pas, c'est pas le terme là. Donc, vous voyez, là, tout ce qui est plus, ben, ça favorise la prise de poids. Donc, c'est pas dans la tête du monde, c'est pas parce qu'ils mangent trop, c'est vraiment la molécule qui fait ça. Ensuite, on a à droite la difficulté sexuelle. Parce que la difficulté sexuelle, c'est une des causes majeures d'abandon du traitement. Donc, avec cet outil-là, on est capable de savoir quel médicament, qui diminue la libido. Là, vous voyez les moins. Vous avez un qui a 2+. Hein? Ah, 2+. Je vais m'en faire prescrire. Voilà. Donc, c'est un peu... alors, vous avez le sommeil, le cou. Arrêt ou oubli, c'est quoi ça? C'est les gens qui oublient de façon régulière leur dose. Parce que tu es supposé prendre ta dose de façon régulière, mettons, c'est à l'heure du dîner, mais toi, tu oublies. Tu oublies, tu prends soirée, des fois, tu prends le midi. Alors, ça a un impact dans ton cerveau qui est épouvantable. Donc, on a un outil pour dire, si tu fais partie de ces gens-là, là, ben, voici les médicaments qui ne sont pas bons pour toi parce que tu vas avoir de la misère. Aussi, on te prescrit un médicament pour quelques mois, des fois ça peut arriver, lesquels sont plus difficiles à arrêter, lesquels sont plus faciles. Hein, parce qu'il y en a qui ont des effets d'arrêt. C'est pas nécessairement un effet de sevrage, mais c'est un effet d'arrêt. Ceux qui l'ont vécu, on a comme des chocs électriques dans la tête, puis c'est épouvantable, l'insomnie, mal à des crampes dans le ventre, etc. Donc, voilà. Alors ça, c'est issu de la recherche. Là, on a eu des sous pour les antipsychotiques ou les neuroleptiques. Là. On va faire des outils là-dessus.
pour aider les gens à s'approprier leur traitement, puis qu'ils puissent faire partie de la décision. On appelle ça la décision partagée. Voilà. Emmanuel? Donc, formation des futurs médecins, ça aussi, c'est nouveau. Donc, je donne une formation aux futurs psychiatres. Ça, aux futurs psychiatres, je suis en duo avec un psychiatre à la faculté de médecine. C'est vraiment le fun. Je donne aussi à la faculté de pharmacie, là, je suis seul. Et puis là, la prof, elle me demande quelles questions tu veux que je leur pose dans leur examen suite à ta présentation. Alors ça, c'est important. Donc, ils ne peuvent pas juste faire rêvasser pendant que je parle. Ils doivent écouter parce qu'ils ont un examen pour ce que j'ai dit. Puis c'est moi qui, avec la prof, on décide des questions. Je fais ça aussi au niveau des services sociaux puis en psychologie. En psychologie, j'aime bien ça parce qu'au doctorat, c'est des petits groupes, des fois, de 8 à 12. C'est plus intime. Voilà. Pour les futurs médecins, on donne une formation aussi aux futurs médecins. Ça, c'est tout acabit. À l'université, ils appellent les bébés médecins. Donc, on a des formations obligatoires. Donc, on doit suivre des formations pour être comme chargé de cours, on veut dire. Mais tout ça, là, on est payé pendant qu'on suit la formation. On est payé quand on diffuse. Ça, c'est aussi extrêmement important. Puis, ça paraît, ça aide aux nouveaux soignants d'apprendre à dialoguer avec leurs patients. Parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout. Il y en a qui sont des génies extraordinaires. Ils ne savent pas dialoguer. On nommera pas de nom ici, s'il vous plaît. Donc, voilà. C'est la même chose en pharmacie, en toutes sortes de choses. Voilà. Emmanuel, s'il vous plaît. Oui, j'aime bien rappeler aux gens que je ne suis pas comme la majorité des gens, mais je suis aussi performant. Ça, c'est des images qui viennent de chez vous en France. 80% des handicaps sont invisibles parce que ceux qui ont des handicaps invisibles subissent de la stigmatisation beaucoup. Ils sont traités de paresseux, de toutes sortes de choses. Voilà. Alors, c'est important d'avoir ça en tête, puis des fois de le rappeler. Hein. L'autre jour, il y avait une femme psychiatre qui me défilait des documents un derrière l'autre, puis j'étais perdu. Là, il faut ralentir, il faut recommencer. Je ne comprends pas. Elle dit, pourquoi tu ne comprends pas? Ben, moi, je ne suis pas médecin. Les médecins, vous êtes tous des premiers de classe, toute la gang. Moi, non, je ne suis pas premier de classe. Elle l'a un peu. Elle dit, excuse-moi. Puis, parce que moi, j'ai un handicap du psychisme. Hein, c'est des choses. Puis, ça amène des problèmes cognitifs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a ça non plus qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait. Voilà, Emmanuel, s'il vous plaît. Je vous ai mis des liens utiles là, pour débuter vos réflexions. Vous pouvez aller voir là, tout ce que je vous ai parlé, c'est tout là. Voilà. Emmanuel, s'il vous plaît. Pour approfondir le sujet dans une librairie près de chez vous, ben voilà, c'est les 2 livres que je vous parlais au début. Dans Je suis une personne pour maladie, c'est beaucoup la philosophie du rétablissement. Puis le cap sur le rétablissement, c'est vraiment dans l'application tous les jours, comment ça se passe, comment c'est quoi être père aidant, etc. J'en parle aussi dans Je suis une personne. Voilà. Emmanuel, s'il vous plaît. Pour ne pas conclure, j'aime bien Rumi quand il dit quand vous vous apprêtez à partir en expédition, consultez pas une personne qui n'a jamais quitté la maison. Hein? C'est bon parce que c'est ça, les patients partenaires. Hein? Ils ont une expertise de l'expédition que vous voulez chercher, que vous voulez enseigner. Ils l'ont vécu. Et j'ai choisi le thème des casse-têtes. Je sais que c'est beaucoup utilisé. Mais vous savez, quand tu fais un casse-tête de 1000 morceaux, puis il te manque un morceau. Le morceau qui manque souvent, c'est le patient partenaire. Puis les gens, quand ils regardent ton casse-tête, ils ne te disent pas « Bravo, tu as réussi 999 morceaux. » Non, ils te disent « Hey, il te manque un morceau, il te manque une pièce. Il te manque une pièce à ton casse-tête. »
Alors, en ajoutant le patient partenaire, ben, votre cas, les gens vont arrêter de dire « Hey, il te manque une pièce! » Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, Emmanuel, s'il vous plaît. Donc, voilà, en conclusion, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Donc, c'est souvent le processus qui nous amène dans la réflexion est encore plus important que le résultat. Hein? Donc, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger le... Puis au début, c'est sûr que il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens sont d'accord. C'est tout à fait normal, mais il faut que ça se fasse dans le respect, dans la dignité, puis on en parle. Puis surtout, amener des données probantes, des recherches, pas des trucs. Il faut ce que vous disiez, ça soit fondé sur des valeurs sûres. Hein? Comme ça, ben, on va éviter des « moi je pense », puis j'ai entendu dire que. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il y a une partie qui peut être « moi je pense », oui, mais aussi, tu sais, comme par exemple les pères aidants, il y en a qui disent « Ah, ben les pères aidants, ils vont manquer beaucoup, beaucoup de travail parce que c'est des malades. » La recherche démontre que les pères aidants manquent moins, hein, dans un hôpital que ses collègues. Ils manquent moins. Ça c'est les fondements. Arrêtez de dire qu'ils sont malades plus que les autres, qu'ils manquent plus que les autres. C'est faux. Ils manquent moins. C'est un peu l'exemple que je voulais vous donner. Ensuite, Emmanuel, je crois qu'on arrive vers la fin. Voilà, j'ai envie de vous dire merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est très stimulant, hein, des journées comme ça. Fait que c'est ce que je voulais dire. J'ai un site web, lucvigneault.com, puis vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros, je crois, et puis en tous les cas, poser des questions à Luc pour partager vos commentaires, vos réactions. C'est avec grand plaisir. Et donc, au GHU, nous en sommes en tous les cas au GHU. Après, je ne sais pas là, il y a d'autres participants qui sont en dehors du GHU, Luc, donc Oui. d'autres institutions médico-sociales. On a des personnes concernées, des familles, des patients. Voilà. Et, on est dans la... Alors on travaille à la mise en place d'un plan d'action sur cette notion, sur ces pratiques de partenariat patient. Ça va. Oui, oui. Donc, d'accord. Je crois enfin voilà, donc c'est, je pense, intéressant d'avoir ton apport et tes visions. Je vais voir s'il y a des questions. Surtout, vous n'hésitez pas. Sur la présentation, oui, je pense que la présentation, on peut la mettre à disposition, Luc. Absolument, ça fait plaisir, aucun problème. Alors, je ne sais pas s'il y avait des gens qui souhaitaient réagir. Des fois, la première question est difficile à poser. Oui. Bon. Alors, il y avait une dame qui avait... Attends, il faut que je la retrouve. Qui a envoyé une question. Voilà, qui dit... je suis médiateur santé-père, donc père aidante, médiateur santé-père. Tu sais, c'est le programme, c'est le nom qu'on donne pour les gens qui ont la licence du programme de Jean-Luc, CCOMS, etc. Je connais bien. Médiateur de santé-père. Donc, je suis médiateur depuis quelques mois et j'aimerais beaucoup évoquer le moment du déclic dans mon parcours de rétablissement. Mes écrits m'ont aidé après coup à percevoir quand ce déclic a eu lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans le processus de ce déclic? Pour ma part, je devais aller au bout de l'autodestruction avec la mort en face. Peut-on parler de mission ou d'instinct de survie? Et elle dit « Merci Luc pour tes éclairages à ce sujet ». Sandrine Meyer. Elle discutait du déclic dans le parcours de rétablissement. Oui, effectivement, c'est une question tellement importante. Hein. Oui, on fait des recherches là-dessus, sur différentes maladies, si je peux dire. J'ai collaboré, entre autres, la schizophrénie,
d'abord, ce qu'on remarque, c'est que ça commence toujours par, je ne sais pas comment le dire, les gens sont tannés. Les gens, nous, on dit écœurés, mais ça ne passe pas chez vous. Hein. Ça, ils en ont marre, c'est bon ça, ils en ont marre vraiment de la maladie, ils n'en peuvent plus. Et ça, c'est une forme de déclic. Hein. Ça paraît drôle à dire, mais quand tu atteins cette chose-là, ils ne peuvent plus vivre avec, ils ne peuvent plus vivre sans. Un peu, chez les alcooliques anonymes, c'est ça aussi. Hein, les gens arrivent là parce qu'ils en ont marre, ils ne sont plus capables de vivre avec, ils ne sont plus capables de vivre sans. C'est un peu la même chose au niveau de la maladie mentale. Et l'étape 2, ce qu'on remarque, c'est une perception d'une lumière, c'est-à-dire une perception que c'est possible. Hein, je dis bien une perception que c'est possible d'avoir une vie meilleure. Alors ça, c'est aussi noté. Il n'y a pas vraiment d'événements marquants, là, genre, là, je sais pas, j'ai rencontré Emmanuel et pouf! Je suis devenu dans mon processus de rétablissement. C'est à force c'est des petites choses aussi, hein, des petits gestes, bon, j'ai rencontré Emmanuel, après ça, j'ai vu Luc, par exemple, après ça, c'est à force d'entendre ça que ça s'enclenche. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ça se fait tranquillement, ce fameux déclic-là. Oui. Et en fait, il y a un déclic sur le parcours de rétablissement et puis un déclic par rapport à l'implication du système de soins. Absolument. Ah oui, merci de faire la différence. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui veut s'impliquer. Puis il faut les respecter. C'est extrêmement important. Donc, il y en a que pour eux, ça devient viscéral d'aider leur père parce qu'ils ont tellement souffert. On se dit, ben, cette souffrance-là ne doit pas avoir servi à rien, donc je veux m'impliquer pour changer les choses. C'est comme ça que je le vois, moi. OK. Alors, je crois que c'est Madame Roussy, c'est ça, qui a levé la main? Oui. Non. Je ne sais pas. En fait, c'est un lien que j'ai envoyé moi. C'est pour ça qu'il y a deux Emmanuel. Moi, c'est Emmanuel et Hélène. Donc, c'est Hélène. Oui. Pardon, Hélène. Donc, oui, non, c'est pas grave. Bonsoir à tous. Merci, désolée. Luc, pour votre témoignage. Oui, merci. Non, c'est super, c'est super. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, en France, ça sera possible de rendre ces personnes invisibles visibles qui fréquentent le milieu de la psychiatrie? Oui, j'aime bien votre thème, personne invisible, visible, c'est tellement touchant. Oui, j'y crois parce que déjà, vous ne partez pas de zéro. Hein, il y a des trucs dans chaque région de la France qui se font. Bon, je pense à ce qu'Emmanuel fait, entre autres. Je pense que c'est important. À Lyon, il y a Nicolas Franck avec toute son équipe qui les rend très visibles. Il y en a d'autres. Il y en a en Provence, il y en a à Dijon, il y en a. Mais pour que ça devienne national, gros, on a encore un petit peu de choses à faire, mais on ne part pas de zéro. C'est c'est ça qui m'encourage. Oui. Voilà. Et puis au Québec, ça a mis un peu de temps quand même. En fait, ça s'est d'abord inscrit dans le déploiement des pères aidants. Voilà, oui. Nous, les pères aidants, ont officiellement rentré dans les plans d'action gouvernementaux en 2005. Puis moi, j'ai été père aidant dans les années 90. Officiellement, je n'existais pas. Je veux dire, c'est pas reconnu, là, mais en 2005, ça fait pas longtemps. Là. Et il y a eu en 2005, il y a encore des oppositions farouches à la venue des pères aidants dans les soins. On vit ça au Québec, comme chez vous. Il en reste moins, là, parce que heureusement, mais il en reste encore des gens là, qui s'opposent de façon, comment dirais-je, via les syndicats qui déposent des griefs.
Ils n'en veulent pas de père aidant. Ils vont venir voler nos jobs, ils vont voler nos travails. C'est pas ça qu'on fait. On vole le travail de personne. C'est bien important. Fait que voilà, c'est ça. Ok. On a une question dans le chat de Gabrielle qui dit: bonjour, je suis père praticienne en santé mentale, donc formée en Suisse. C'est une collègue formée de Yanis. Et je me Oui. demandais, par rapport aux absences maladie des pères aidants, même si elles sont moins nombreuses que chez le reste du personnel, si ça ne peut pas être aussi considéré comme des sortes de piqûres de rappel, comme de la formation continue qui permet d'approfondir le chemin de rétablissement utile pour leur exercice professionnel, entre parenthèses, pour les pères aidants professionnels comme pour les patients partenaires. Oui, absolument, absolument. Vous avez raison. On doit suivre des formations permanentes de père aidant, hein, pas d'infirmiers, mais vraiment de père aidant et de patients partenaires. Et ici, à Montréal, par exemple, avec l'aide Emmanuel, a collaboré à ça. Ils ont le bureau du patient partenaire qui est bien établi et qui offre de la formation. Et ils vont enseigner dans plusieurs facultés à l'université. Chez nous, à Laval, on est en train de le mettre sur pied. C'est ce bureau-là qui va avoir le mandat d'offrir des formations permanentes pour les patients partenaires. Il y a ici la QRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, qui s'occupe de la formation continue des pères aidants via le programme Père aidant réseau. Donc, on a ça là. Oui. Et ce que disait Gabriel, c'était qu'en fait, le fait de peut-être aller avoir besoin d'avoir des arrêts maladie, c'était une façon de se former, de continuer à une formation continue expérientielle, en fait. Oh, c'est dans ce sens. Oui, oui. Oui, ça, on dit ça souvent quand un de nos pères est hospitalisé, on va le voir, puis on lui dit: t'es pas hospitalisé, tu es en formation continue. Ça, on l'emploie. Excusez, je n'avais pas compris. On l'emploie, oui, effectivement, ça lui permet de mettre à jour leur expertise. C'est ça. Alors, il y a Magali Coldefi qui a 2 questions. En fait, elle en a 3, je crois. Première question: comment atteindre les médecins en exercice pour améliorer leur formation? Les médecins, d'abord, comme je vous dis, à Montréal, à l'Université de Montréal, puis à l'Université du Québec, maintenant, on les prend dès qu'ils entrent à l'université. Nous, c'est en 2e année d'université qu'on commence avec la notion des pères aidants, des patients partenaires. Tout acabit, hein, il n'y a pas juste en santé mentale. On commence dès lors. Ceux qui sont déjà dans le système, on offre des formations dans les cliniques médicales, dans les hôpitaux, et ils sont beaucoup influencés par leurs pairs à eux, d'autres médecins spécialistes qui travaillent avec les pères aidants. Ils disent: hey, c'est tellement formidable. Moi, j'ai une équipe, j'ai un père aidant, c'est fantastique. Je te recommande ça, essaye ça. Puis voilà, c'est comme ça. C'est par le bouche à oreille. Offrir des formations, mettre une affiche, formation pour les médecins, dire là quoi, là. Vous êtes arrangé avec l'hôpital, tout ça, là. Ils vont s'inscrire, ils vont y aller. Vous devez avoir ça, des associations de médecins nationales, là. Nous, on a ça, l'Association des médecins de famille du Québec. Je me suis fait inviter sur le panel central, là, où ils sont tous là, à donner une conférence de 45 minutes sur les pères aidants. Alors, ça, wow, tu sais, les gens ont dit wow. Là, après ça, tu as un petit kiosque, là, puis ils vont voir parce qu'ils veulent continuer la discussion sans en faire plus. Comme ça qu'on a procédé, nous. Ok, elle a une deuxième question, Magali, c'est: j'ai parfois l'impression qu'il y a une inégalité de traitement entre les services somatiques et psychiatriques, notamment sur l'annonce du diagnostic ou la préparation de la sortie d'hospitalisation, sur la considération des proches et de la personne dans la prise en charge. Est-ce qu'il ne s'agit pas parfois de réclamer une égalité de traitement par rapport aux soins somatiques? Oui, on vit ça encore chez nous. C'est pas parfait. Effectivement, les gens, quand c'est la sortie d'hôpital, les familles l'apprennent des fois une demi-heure avant. Ils ont été informés.
Oui, oui. Là, je vous dirais, là, c'est difficile de percer ce noyau-là. Là, vous avez tout à fait raison. Et on Et continue de le faire. est-ce que ça n'existe pas une consultation diagnostique en psychiatrie chez vous? Ah, je pense que oui, oui, ça existe. Oui, oui, En oui, psychiatrie? oui, oui, absolument. Oui. Ben, oui, mais chez nous, les médecins ils relèvent tous de l'assurance maladie, toute la gang. Donc, nos dossiers sont en train d'être informatisés. Le citoyen, nous, on ne paye rien, rien, rien. C'est via nos impôts là, de tout le monde. Ce qui fait que, ce qui fait que, ben là, c'est pas la recherche qui le dit, c'est moi, là. Quand un médecin pose un diagnostic, ça n'arrive jamais qu'un collègue va dire non, non, il s'est trompé. Voilà. On peut demander un autre diagnostic, mais il va aller dans le même sens que son collègue. Mm. Voilà. Magali, si tu veux compléter ta question ou préciser. Et sinon, elle avait une troisième question, Magali, qui était est-ce que le partenariat patient-public a permis de réduire le retard au diagnostic et au premier secours? Et si oui, comment? Je suis obligé de dire non. Comme je vous dis, on commence. C'est ça, je suis obligé de dire non au niveau de l'annonce diagnostique, c'est tout ça, là, puis les premiers secours. On a des choses qui se font là, à ce sujet-là, mais on est au balbutiement. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre. Oui. Ok. Il y a Lee qui dit ça avance dans la pérédance en France. On essaie de visibiliser les personnes et porter l'idée du rétablissement. Ça avance doucement. Oui, Lee, j'ai vu que tu as levé la main, donc tu peux parler. Je voulais lire ta question. Salut, Lee, en passant. Lee et moi, on se connaît bien. Hein, Ah oui. Lee, on s'est vu à Lyon. Oui. permettre de parler. Voilà, normalement, tu as la. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, 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 oui. Ok, coucou, bonjour Luc, Coucou. salut Emmanuel. Du coup, j'essaye de faire rapide. Enfin, déjà, merci pour tous les trucs que vous avez dit, tout ça. J'essaye de faire rapide sur les différentes questions par rapport à l'arrêt maladie. Moi, je sais que en ayant fait de la grosse rechute, c'est là aussi où j'ai vu mes besoins et où j'ai réussi à mieux me connaître et du coup à ensuite mieux réussir à rester dans mon processus de rétablissement parce qu'il y a eu de l'arrêt maladie et du moins bien et aussi d'accepter de prendre un arrêt maladie, c'est aussi dans le... Enfin, déjà, il y a l'acceptation qui est importante, je trouve. Oui, oui, Après, pour former les professionnels, j'ai l'impression que passer par les directeurs d'établissement, c'est vraiment un truc qui est, qui est important parce qu'en fait, à leur niveau, les services ne sont pas forcément à fond. Et puis qu'il y ait des formations au rétablissement qui soient plus référencées pour que quand il y en a plus, comme les Oui. hôpitaux sont censés former les professionnels et ont un budget pour ça, il y a plus d'offres, ça Voilà. marche. Voilà. Et il y a aussi mettre dans des sessions de e-learning parce qu'il y a pas mal de choses de e-learning au niveau de la formation professionnelle et il y en a assez peu sur le rétablissement et la pérédance par rapport aux autres types aux autres sujets sur la santé mentale. L'égalité avec les soins somatiques, je pense qu'il y a déjà un truc vraiment à faire avec le respect du choix de la personne de confiance. C'est assez peu respecté en psychiatrie. Sur la 50aine d'hospices que j'ai fait, il y a 2 fois où en psychiatrie, il y a 2 fois on m'a demandé qui était ma personne de confiance. Et à chaque fois que j'ai été en hospice somatique, on m'a demandé systématiquement qui était ma personne de confiance. Voilà. Et puis, au niveau de la formation aussi des pros, il y a les internes. C'est un peu à les choper dans les services tant qu'ils sont là et tant qu'on les a et leur filer des liens par mail quand ils sont à l'intérieur d'un service. Donc autant en tant que professionnel qui est isolé dedans en laissant des papiers traîner qui ressemblent à des articles et des machins. Oui, c'est bon. Non, mais voilà, de faire un peu, à un moment, je m'ennuie pendant la pause café, je chope pendant que mon café coule et du coup, je prends un article qui est sous la main ou une fiche ou que sais-je. C'est très bon moyen, ça, Lee.
Moi, j'ai fait ça pas mal et ça marche pas à tous les coups, mais ça marche parfois, c'est déjà ça. Oui, oui, oui. Et puis éventuellement faire des classeurs, des machins. Là, j'avais imprimé toutes les fiches de Igor Thiriez. À un moment, j'en avais Ouais, fait un classeur. ils sont extraordinaires. Je les avais mis un peu partout dans le service et du coup, de temps en temps, il y a quelqu'un qui tombait dessus. Bon, Et donc, ça pouvait faire de l'accompagnement au choix du traitement. Et oui, puis, il y a aussi assez peu de séminaires autour du rétablissement qui existent pour les internes. Là, à Lyon, il y en a un et ils ont, parce que les internes, ils ont des séminaires obligatoires. Et du coup, s'il y a plus de propositions, il y a plus de risques qu'ils choisissent ça, même si c'est par défaut parce qu'il y a plus de place dans les autres. Et c'est déjà ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. ben, bravo. Ben, ça, je trouve ça important. Puis, j'ai envie de dire, Emmanuel, on pourrait faire un petit, je ne sais pas comment l'appeler, un dépliant, pardon, avec tout ce que Lee vient de dire et d'autres, pour donner des idées aux autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si on avait un papier pour donner des idées aux autres, ben voilà, ça fonctionnerait. On fait aussi, nous, des bibliothèques vivantes, là. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qui ont un trouble mental, qui sont dans le processus de rétablissement, puis qui vont, ça peut être dans une bibliothèque ou ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un hôpital. Et les gens, au lieu d'emprunter un livre pour s'informer sur la maladie, bien, ils empruntent une personne. Ça fait une personne. Et là, ils ont une demi-heure, une demi-heure, une heure avec eux, puis ils peuvent leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Ah, ça aussi, c'est très aidant à démystifier. Voilà. Donc, On voit qu'à Lyon, c'est aussi, le projet ZES, je vois que c'était fait. Oui. Nous, on le fait au CHU aussi. Bon, voilà. Ben, voyez-vous, vous avez des bonnes idées. Peut-être il y a des infirmiers, des soignants, participants qui souhaiteraient intervenir ou donner un peu une impression ou des remarques sur ce qu'ils ont entendu là. Et puis, j'ai vu qu'il y avait donc des membres d'associations, de représentants et d'usagers, des familles ou des patients qui sont présents. Ce serait intéressant de vous avoir. Ou alors Bruno, qui est dans une institution médico-sociale, donc qui n'est pas complètement dans le sanitaire. Mais surtout, n'hésitez pas. Pour moi, là, ce qui était vraiment, et je te remercie tellement chaleureusement, Luc, c'est pas fini, mais juste te dire à nouveau, en fait, que l'idée de ta présence et du fait de t'écouter, c'est de montrer que les choses sont possibles. Oui. Et qu'on peut changer, qu'on peut mettre en place des choses. Alors oui, le chemin n'est pas facile, Non. mais on n'est plus dans un stade d'invocation ou simplement au stade de la simple idée ou de dire il faut faire, etc. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde et au Québec, vous mettez en place. Oui. Et à la fois, on fait aussi des choses en France. Hein, c'est pas du tout pour dire qu'on ne fait pas les choses en France. Non. Il y a bien une transformation qui se fait et qui est en cours. Et c'est vraiment important que pour moi, c'était l'objectif, un des objectifs de ta présence et de la première série de webinaires là sur 2021, c'était de montrer à l'ensemble des participants et des personnes qui sont dans le système de soins, de santé, qui sont concernés par la santé mentale, que les choses sont possibles. Voilà. Et juste en passant, dans le médico-légal, nous, on a un institut qui s'appelle l'Institut Philippe Pinel, et eux, ils ont des pères aidants maintenant. Et une fois par mois, ils invitent un patient qui est rétabli de venir témoigner devant les patients en médico-légal. Ce qui ne se faisait pas avant. Avant, c'était... ça ne va pas rentrer là. Mais donc, ils ont ouvert, puis ça permet aussi même aux gens qui sont là par ordonnance de cour de vivre leur établissement, puis de vouloir aller mieux, puis de vouloir sortir de cette institution-là. Voilà, oui. Okay. Je vais permettre à Bénédicte Chenu de parler. Bénédicte, c'est bon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très, voilà, ça m'a beaucoup... c'est très, très positif de vous écouter. Et puis, ça donne envie de continuer. En ce moment, on parle beaucoup, on commence à parler pas mal de la père aidance des parents, enfin du parent aidant. Oui.
oui, oui. Et c'est un sujet qui est très intéressant. Moi, je suis concernée en tant que parent, donc et je voulais savoir quelle expérience vous en avez et comment est-ce que ça peut s'articuler pour vous au sein d'un au sein d'un établissement ou ailleurs. Comment est-ce que si vous avez cette expérience-là Oui, ben, c'est-à-dire, oui, ceux qui forment les parents aidants, là, parents aidants réseau, ils ont eu une rencontre avec des associations de parents, d'abord. Ils ont adapté la formation pour les proches, les familles. Et on a fait, au Québec, on fait des projets pilotes. On a fait un projet pilote, je crois, avec une recherche, il faudrait que je fouille là, pour la trouver. Donc, Diane, j'ai son nom, qui est la première parent aidant de famille officielle qui a travaillé dans une urgence psychiatrique, maintenant et ailleurs, là, mais ça a été vraiment une révolution. Là. Parce que les parents qui sont complètement démolis eux aussi, hein, quand il y a une crise, ils ne savent pas par où commencer, quoi faire, comment ne pas nuire, c'est souvent la principale préoccupation. Et la parent aidante famille a réussi de ce côté-là. Mais je pourrais envoyer ça à Emmanuel qui vous enverra là, la documentation à ce sujet. Merci. Ok. Moi, j'avais une autre question, en attendant qu'ils arrivent à trouver des questions. Oui. C'était sur la question du recrutement, en fait, ou de comment contacter des personnes qui sont intéressées pour participer à devenir des patients partenaires, que ce soit sous un mode bénévole ou sous un mode contributif, mais aussi pour être employé peut-être du système. C'est quoi les différents modes? Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a peut-être différentes façons de toucher les personnes, de les informer et de les recruter. C'est quoi comment ça se passe chez vous? Bien, ça varie selon le modèle ou le type de patient partenaire qu'on cherche. Si je cherche des polytoxicomanes, je ne les trouverai pas dans la cafétéria de l'université. T'as Joe! Donc, il faut aller où ils sont. Ça, c'est. Il faut aller où ils sont. Donc, effectivement, on demande aux travailleurs, aux travailleuses de rue d'aller les rencontrer, leur expliquer, puis les recruter, par exemple. Mais sinon, on met des affiches dans chaque point de service. On met une affiche. On met des affiches à l'université, au cégep, au lycée, un peu partout. On a des entrevues à la radio, à la télé, bref. Plus on couvre large, mais plus on risque d'en avoir. Voilà. Les affiches, elles disent vous êtes intéressé pour contribuer, faire partager votre expérience au système de santé, vous venez à cette réunion-là. Qu'est-ce qu'elles disent exactement? Parce que par exemple, en France, tu sais, on n'a pas le droit d'avoir des mentions sur la maladie des personnes, etc. Enfin, c'est encadré, ça. Donc, qu'est-ce qu'elles disent exactement, les affiches? Si je suis dans une clinique en psychiatrie, je marque que nous, on peut le dire. Vous voulez parler de votre maladie, des soins, etc., venez nous voir. Nous, on n'a pas cette restriction. Mais à l'université, par exemple, tu as cité à l'université. Nous, on n'a pas cette restriction-là nulle part, mais par contre, comment dirais-je, tu sais, moi, je suis patient partenaire, je peux être généraliste, là, tantôt spécialiste, tu sais. Je peux aller, par exemple, on m'a invité pour le diabète, mais j'en fais, mais je me suis pas impliqué, je me suis jamais impliqué là-dedans, mais c'est juste pour avoir mon expertise sur le fonctionnement du patient partenaire. Donc, c'est comme ça. Mais c'est le recrutement. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des critères clairs sur voici les critères essentiels. Vous le marquez sur la fiche, parce que les gens qui n'ont pas, mais voilà. Ok. Il y a Hélène qui demande comment êtes-vous rémunéré? Ça varie. C'est important ce qu'Emmanuel a dit. Hein, il y a des patients partenaires bénévoles.
Généralement, c'est encadré, nous, par un cadre de référence. Là. Quand on fait des sondages, la satisfaction à la clientèle, c'est toujours bénévole. Il n'y a pas de rémunération. Par contre, on est beaucoup rémunéré, nous, via l'université. Par les centres hospitaliers, c'est difficile. C'est souvent les chercheurs qui nous payent. Ou si on est père aidant, ben là, c'est l'hôpital qui nous paye. Donc, nous, on a, comme dans le cours que je donne aux futurs médecins, on a 50 $ canadiens. Vous ferez la conversion par heure. Dans un autre groupe de recherche, j'ai 35 $ de l'heure canadien. Et on rajoute à ça des heures de lecture, 1 heure de lecture puis 1 heure d'analyse. Ça dépend de la grosseur des documents. Les pères aidants comme tels, ben là, ça a été négocié. On a l'équivalent, j'avais ça chez vous, mais ce n'est pas sur le même nom. Des éducateurs spécialisés, je ne sais pas si c'est le même nom. On a l'équivalent de leur salaire. Oui. D'accord. OK. Hélène, si tu veux. Ouais. Ah, et Ali merci. 33 et 25. Merci, Élie. Qui n'est pas beaucoup, en fait, en termes de. Oh, c'est pareil, c'est même moins en France. Sur les cours, enfin, pardon. Ah, sur les cours, oui. Non, mais ça m'intéresse parce que bon, je suis d'une première promo de 2000, mais plutôt médiateur en santé publique, qui est ensuite devenu santé père, etc. Donc, je forme aussi des santé pères avec Philippe Brun, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est du côté de Dijon, chez Soi d'abord. Oui, je connais. Oui. Voilà, et je suis aussi une amie de Gino Flora, que vous connaissez aussi sûrement. Et c'est vrai que je trouve le fait de travailler en transversalité avec les soignants, on apporte un regard différent au niveau des soins et au niveau de la prise en charge du patient ou de l'usager. Parce que il y a aussi ce côté de vécu, un regard différent, etc. Et il est vrai qu'en France, c'est très, très compliqué d'être payé par rapport à une pathologie, alors que ça apporte un réel plus au niveau du soin. Comme vous l'avez expliqué, il y a moins de... les patients sont peut-être plus observants, etc. etc. Donc, c'est très important. Nous, en France, l'évaluation que j'ai eue par rapport à la DGS, ça a été, on était plusieurs, ça a été combien de vies on a sauvées. C'est aberrant. Oui. Hein. Est-ce qu'on demande à un médecin combien de vies il a sauvées? Non. Et pourquoi on demande à quelqu'un qui va être médiateur en santé ou patient, expert ou comme vous, père aidant, combien de vies vous avez sauvées? C'est illogique pour moi. Absolument. Et depuis, malheureusement, le ministère reste bloqué là-dessus. Voilà. J'ai envie de vous dire, reste bloqué parce qu'il veut être bloqué. Nous aussi, c'était... Puis, là, on a un nouveau gouvernement, là, qui est plus de centre-gauche. L'autre était plus centre-droite. Mais le nouveau, lui, reconnaît là, la père-aidance. Donc, toutes les barrières, soudainement, sont tombées. Soudainement, il n'y en a plus. Ils sont partis. Et, il procède au recrutement de père-aidants. Donc, je vous dirais, quand il n'y a pas la volonté politique, mais ça ne se fait pas. Mais quand il y a la volonté, elle est là, ça se fait. C'est valable dans toutes sortes de choses. Je vais vous donner l'exemple. Au Québec, nous, les militaires, ils ont une plaque à eux, plaque pour l'automobile, où c'est marqué vétéran. Alors, les gens ont milité pendant 11 années avec l'ancien gouvernement. 11 ans. Quand le nouveau gouvernement a été élu, ils ont eu une rencontre de 45 minutes et c'était réglé. Oui, c'est ça. C'est un exemple pour vous dire, c'est la volonté politique.
Tu sais, ça lui coûte rien, une plaque à marquer vétéran. Je ne comprends pas l'autre pourquoi il ne faisait pas ça. Mais bon, puis pour la paradance, les patients partenaires, puis présentement, il y a un momentum parce qu'il y a les confinements et les troubles de santé mentale, ça explose de partout. Et c'est temps pour nous de promouvoir, hein, dire, ben, la paradance, les patients partenaires, c'est une des solutions qui marche, qui fonctionne parce qu'on a de la littérature. Voilà. Alors, il y a Gabrielle, Elisabeth et puis Magali qui ont posé une question. Hélène, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, dans le sens qu'en France, la France est quand même le pays qui consomme le plus de médicaments. Oui. Hein, de psychotropes, etc. Il est vrai que depuis qu'on a vécu ce premier confinement et l'après-confinement et les couvre-feux, etc., il y a de plus en plus de gens qui sont en décompensation psychiatrique ou qui tombent dans l'alcool ou les produits addictifs, etc. Donc, il me semble que c'est important aujourd'hui, dans les structures hospitalières ou médico-sociales, de mettre un maillon supplémentaire parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui aura mal vécu ces moments-là. Et c'est pour ça, Emmanuel, je suis ravie d'y participer demain matin parce que je pense que les services médico-sociaux ou sanitaires sont submergés. Prendre un rendez-vous avec un psychiatre en France, ça nécessite plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains départements sur le plan national. Et les psychologues, c'est pareil. Et il y a une souffrance de la part de beaucoup de gens. Donc, il va y avoir des compensations psychiatriques, je crois, énormes. Juste pour préciser, puis après je donne à Gabrielle, Elisabeth Gabrielle, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais Hélène est accueillante dans un centre d'addiction qui fait partie maintenant du GHU et présidente de l'association SOS Hépatite d'Île-de-France. C'était juste, me permettais parce que pour que tu saches, Hélène. Ben, je peux te rajouter, Emmanuel, moi, je parle personnellement, pour les politiciens, moi, je suis membre d'un parti politique. J'assiste aux assemblées du parti politique et systématiquement, je vais au micro parler de santé mentale, de l'importance d'avoir des politiques, des programmes de santé mentale. Et dernièrement, j'ai réussi à me faire élire sur un comité exécutif du député. Et mon député est dans le gouvernement, donc il forme le pouvoir au gouvernement. Donc, ça me donne un accès régulier aux députés et à certains ministres, par exemple. Donc, je vous encourage fortement à impliquer-vous dans les partis politiques en France. C'est un des moyens d'arriver à faire changer les choses. OK, merci. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est Gabrielle, Elisabeth Gabrielle ou Gabrielle Elisabeth, c'est bon? Oui, alors donc c'est peu importe l'ordre des prénoms. Je me pose un peu donc des questions par rapport à la qualification des pères aidants ou des patients partenaires. Et je suis la première à être convaincue. Pardon, j'ai ma fille avec moi qui peut participer. Voilà. Donc, la première est à être convaincue de la plus-value que peuvent apporter que le fait d'avoir suivi un parcours de formation traditionnel, entre guillemets, n'est pas du tout nécessaire pour intervenir en tant que père aidant ou que patient partenaire. Mais je me demande dans quelle mesure, de la même manière que dans la formation des pairs, l'idée c'est de ne pas exclure les personnes qui n'ont pas de formation, comment inclure aussi ceux qui ont une formation et de mettre ces autres compétences acquises dans la vie professionnelle ou dans d'autres formations au service et que la paire aidance ou que le côté pair soit comme une qualification supplémentaire, complémentaire, et qui permettent aussi du coup une valorisation aussi salariale. Absolument, oui.
En fait, ici, la question de la formation des pères aidants, là, c'est toujours un débat. Là. Mais ce que tout le monde s'entend, c'est la base, c'est d'abord avoir un vécu. Bien sûr. C'est d'abord avoir suivi un parcours de rétablissement. Ensuite, parce que, à un moment donné, il exigeait, par exemple, qu'on ait une formation universitaire, plus la maladie. Alors, moi, j'ai dit, parfait, mais vous allez nous payer le double. Parce que, si vous voulez les deux, vous allez payer. Là, il ne faut pas. Oui, c'est important, ça peut être. C'est important la formation des pères aidants. Moi, je pense que même si vous avez eu le parcours de la maladie, vous devez avoir une formation, ne serait-ce que pour le fonctionnement d'un centre hospitalier. Là, des fois, c'est compliqué. Là, donc, les dossiers écrits dans les dossiers, etc. Là, bon. Pour ça, puis également, il y a des gens qui ont des ordres professionnels dans les hôpitaux, donc il faut respecter leur ordre professionnel. On ne peut pas leur demander d'aller contre leur ordre professionnel. Donc, il y a tout cet aspect-là, mais il ne faut pas tomber du côté de ça leur prend une formation académique. Bien sûr. Ça, il ne faut pas tomber là-dedans. Là. Non. Ça leur prend une formation de père aidant, oui. C'est quand le meilleur moment pour divulguer ton état de ce que toi tu as vécu, c'est quand le meilleur moment, quoi de divulguer, etc. Là. Mais voilà, mais nous, c'est encore un débat. Parce que, nous, c'est des réflexions qu'on a, en l'occurrence en Suisse, mais j'imagine ailleurs aussi. Je ne sais pas comment formuler ça le plus clairement possible. Mais donc, dans l'idée, justement, de ne pas... Parce que ce qui compte avant tout, c'est le vécu de la souffrance et le parcours de rétablissement. Mais de ce point de vue-là, ne pas exclure ceux qui n'ont pas de formation, mais ne pas exclure non plus ceux qui ont un parcours et qui auront peut-être moins de volonté à se dévoiler ou moins de volonté à suivre un parcours de père parce que ça sera plus ou moins forcément accompagné d'une rétrogradation, entre guillemets. Oui, je comprends ce que je voulais dire. OK, oui. Nous, moi, ce que j'aime bien, je crois que c'est en Angleterre, hein, ils ont une charte de l'employeur exemplaire. Eux, ils disent qu'un hôpital, par exemple, psychiatrique, il devrait avoir au minimum 25% des employés qui ont un trouble mental. Une partie qui peuvent se dévoiler, des pères aidants. Une partie qui ne sont pas tenus de dévoiler parce qu'ils sont secrétaires, ils sont psychologues, ils font l'entretien ménager, ils sont médecins, il y en a des médecins. Donc, les ressources humaines le savent parce qu'on peut leur offrir à ce moment-là de l'aide, de l'accompagnement. On les engage parce qu'on sait qu'ils ont un parcours puis ils vont avoir une vision différente des patients là, parce que ça, c'est leur père. Donc, moi, c'est ce que j'encourage fortement, de ne pas juste engager des pères aidants. Puis, si tu es, je ne sais pas, mais professionnel ou pas, mais on ne peut pas t'engager parce que c'est une maladie mentale. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez... Alors oui, alors ça par exemple, alors c'était plus simple de parler. En l'occurrence, donc on va dire, j'ai été formée en tant que père en 2017, donc j'étais pas de la volée d'Yanis, mais celle qui a suivi. Et dans les lots de la formation, il y avait autant, on était 16, il y avait autant de personnes qui n'étaient pas qui n'avaient pas de formation outre que scolaire, et il y avait plusieurs qui avaient une formation universitaire. Et comme ça fait partie encore des toutes premières volées de formation en Suisse, la question de l'employabilité derrière, c'était pas tellement posée. Et c'est vrai que dans le comité de sélection, on a eu entendre des réflexions du
Genre, ah, mais si vous avez un métier et que vous arrivez à l'exercer, mais que vous avez envie d'être père, en gros, si vous voulez exercer en tant que père, ce qui est mon cas, attendez-vous à une régression salariale parce que en tant que père, vous ne serez pas reconnu. Je comprends, là. Oui, oui. Effectivement. Par exemple, il y a quelqu'un que j'ai en tête là, qui a une maîtrise en soins infirmiers. Puis, il est devenu père, mais il a perdu beaucoup de salaire là, parce qu'il est père. Parce que son diplôme n'est pas utile dans sa fonction de père aidant. Et c'est ça ma question, parce que moi j'ai l'impression que selon les champs où on intervient, le côté père est un plus. Oui. Typiquement, oui, moi, je fais de la gestion de projet dans le cadre d'un collège de rétablissement. Bon, wow. Mais en plus, et là, le côté père est une qualification supplémentaire que j'ai. Ah, OK. Mais là, vous devez payer votre qualification universitaire doit être prise en considération. Si c'est utile pour votre emploi, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Voilà, si c'est utile, vous devez d'abord y être payé en fonction des taux là, pour les gestionnaires comme vous. Puis on peut vous donner un petit bonus parce que vous êtes père aussi. Je vais donner la parole à Yali qui, je pense, veut réagir sur ça. Et puis, merci Gabriel ou Elisabeth, je ne sais pas dans quel sens. Et puis, il y a Corinne Audou aussi qui a une question qui est aussi relative au père. Oui. Et puis Magali qui nous a encore posé une petite question. Donc, voilà. Lise, si tu veux réagir par rapport à ces questions de père aidance. Et puis après, on passe la parole à Corinne. Ouais. Pour le moment, en France, il n'y a pas de statut de père aidant. Il n'y a pas de grille salariale, etc. Donc, c'est un peu en fonction de l'hôpital, en fonction du salaire qu'on peut donner. On peut être agent administratif, on peut être adjoint administratif, on peut être ingénieur hospitalier. Enfin, voilà. Du coup, ça donne une grille de salaire, ce qui fait qu'il n'y a pas d'équité au niveau des salaires. Et il y en a où il peut y avoir, enfin, où il n'y a pas vraiment d'évolution possible non plus, parce que quand on est considéré comme adjoint administratif, on ne va pas évoluer par chef de l'administratif. Enfin, donc voilà, il y a des différences entre les différents pairs, même s'ils ont la même formation, même s'ils travaillent dans des hôpitaux et avec le même type de travail. Et il y a l'idée soit de faire un emploi complémentaire aussi. Il y en a une, par exemple, qui travaillait à mi-temps comme père aidante, et l'autre mi-temps, elle faisait un travail qui lui rapportait un salaire plus important. Et dans la formation de MSP que j'avais commencé à faire, il y en a une qui avant travaillait comme directrice des ressources humaines et avait un master 5 d'une formation plus un autre master, et où clairement, elle est passée je sais pas, d'un très bon salaire au SMIC, quoi. Parce que quand on a fini la formation de MSP, on a généralement le SMIC. Donc, du coup, il y a des baisses comme ça. Est-ce que c'est un choix ou pas? Je ne sais pas. Mais par exemple, pour avoir certains statuts, ils demandent qu'il y ait quand même, par exemple, un bac+3. Parce que sinon, par exemple, ils n'acceptent pas de mettre quelqu'un au statut d'ingénieur hospitalier si la personne n'a pas un bac+3. Et du coup, elle se retrouve payée comme un adjoint administratif. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et au niveau du dévoilement, moi, clairement, en tant qu'EduxP, j'ai arrêté, entre autres, parce que je ne pouvais pas du tout dévoiler le fait que j'avais des troubles psy. Enfin, je suis père aidant. Hein. Et du coup, c'était compliqué, quoi. J'avais pas le droit de faire des choses comme si j'allais être père aidant. Et puis, l'horizontalité, c'était pas tout à fait ça. Mais s'il m'avait payé plus parce que j'allais avoir des fonctions de père aidant en plus, c'était OK, quoi. Mais aussi, le fait d'avoir fait EduxP pouvait aider mon travail de père aidant. Il fallait pas que je sois à la place de l'EduxP aussi. Et la personne qui a bossé dans les DRH, du coup, elle pouvait aussi faire de l'accompagnement à l'emploi, etc. Il y a le piège quand même de se retrouver à faire que ça. Donc, tu vas accompagner à l'emploi. Ou aussi que, c'est bon, tu as fait d'autres trucs avant, mais maintenant, tu es père aidante et tu vas arrêter de nous saouler avec l'accompagnement à l'emploi. Donc, absolument.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, Je vais Lily. passer, Corinne, dans le même état d'esprit sur les pères aidants, a une question pour toi, Luc, et puis ensuite je prends la question de Magali. Et puis si vous avez, on va doucement se diriger vers la fin de notre webinaire parce qu'il est déjà tard chez nous. Et puis Luc, Oui. commence, c'est beaucoup 2 heures. Donc si vous avez des questions de dernière minute, surtout n'hésitez pas. Donc Corinne Audou elle fait partie d'une association de famille, Luc, et elle demande s'il y a des pères aidants professionnels au sein d'associations au Québec, et puis s'il y a des pères aidants qui exercent en libéral à la demande des familles. La première question, c'est oui, il y a des pères aidants dans des associations de famille, c'est ça, dans des groupes de famille. En libéral, au Québec, c'est difficile parce que tous les soins au Québec sont gratuits. Tout est gratuit. Donc, quand vous arrivez et vous dites, ben voilà, moi, je m'en vais libéral, ben bonne chance. Moi, j'en fais, on appelle ça la pratique privée chez nous. J'en fais que des fois, il y a des gens qui aiment mieux aller dans le privé parce qu'à cause de la stigmatisation, hein, ils ont peur d'être identifiés, etc., que ça soit inscrit dans leur dossier. Donc, j'en fais, mais c'est rare, je vous dirais. Puis dans les familles, honnêtement, j'en connais pas qui font ça de façon libérale chez nous. Voilà. Parce que c'est des situations qui peuvent être intéressantes, en fait, dans le cas où, à un moment, en fait, du parcours de rétablissement de la personne, où elle est plus en situation d'être dans le soin très, très souvent, et qu'elle n'est pas totalement en autonomie, ou elle est en interrogation sur son parcours. C'est vrai que la présence d'un père aidant qui vient à la maison, qui fait... On peut imaginer tout à fait une pratique en libéral possible. Oui. Alors après, c'est vrai que c'est des histoires de financement, etc. Mais voilà, je pense que c'était dans cet esprit-là que Corinne a pensé à ça. Okay. Ok, alors Magali, elle était sur une question. Est-ce que des outils de mesure de la satisfaction ou de l'expérience des patients en psychiatrie ont été construits avec les patients et sont utilisés en routine? Et est-ce que tu as des exemples? Oui. Oui, ça c'est... Oui, ça, on a ça parce que, bon, avant, quand on évaluait, bon, j'ai souvent la blague, est-ce que l'infirmière est fine et elle sent bonne? Oui, elle sent bonne, mais quand ils ont inclus des patients dans élaborer des questionnaires, etc., mais là, c'est plus précis, là, vraiment, c'est plus axé sur les besoins des patients comme tels. Là. Donc, oui, on a ça. Si vous voulez avoir les recherches là, ou les grilles, je pourrais envoyer ça à Emmanuel, donc à vous les faire parvenir. Oui, mais oui, il y en a. Ok, et c'était à la fois au niveau d'un service, établissement, ou de manière plus générale sur une enquête nationale, par exemple. Est-ce que c'est pris en compte dans l'accréditation des établissements? Malheureusement, non. Et ça fait partie de... Je milite là-dessus parce que les établissements ou même les cadres, dans les gestionnaires cadres, ils n'ont que des cibles administratifs à atteindre. Hein? Donc, réduire les listes d'attente, réduire le temps d'hospitalisation, pas dépenser trop d'argent. Ils ont zéro cible de rétablissement. Est-ce que les patients ont, je ne sais pas, un projet de vie, est-ce que etc., là, il y a zéro. Oui. Okay. Malheureusement. Ok, donc tu as vu, Lise serait d'accord pour avoir ses grilles aussi également. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a de questions, d'autres remarques. Pour moi, c'est parfait, Luc, et c'est un grand plaisir et un honneur, en fait, à chaque fois de t'avoir avec nous et de pouvoir partager ton expérience ici en France. Bon, ça avance effectivement en France. Je pense que le fait aussi que tu puisses venir, c'est bien. Vous êtes sur une recherche sur les directives anticipées, je crois aussi. Tu m'as parlé de ça. Excuse, on est sur le plan de crise.
Oui, c'est ça, oui, exactement. On commence ça, là. On va avoir notre première réunion, là, je crois que c'est le 22-23 mars. Donc, nous aussi, on a un peu de retard face à vous, parce que j'ai vu Lee travaille beaucoup là-dedans, là. On a un peu de retard, là, mais c'est ça. Par contre, au niveau de la décision partagée, là, on a un bon bout. On pourra vous partager les résultats de ça. Mais voilà, oui. Oui. La décision partagée, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là à pouvoir travailler et informer, parce qu'on est un besoin d'être acculturé, je crois, sur ces questions-là. Et ce serait vraiment bien de pouvoir continuer ce type d'information avec toi. Et quand est-ce que tu viens en France la prochaine fois? Oui, là, si la COVID peut s'en aller un peu, là, c'est sûr que je vais aller vous voir. Là, vous savez que les Français au Québec, ça y est, ils peuvent retourner. Ça y est, hein, Luc, les mesures sont arrêtées depuis hier, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils sont diminués, sauf pour la région de Montréal, parce que Montréal, c'est gros Montréal. Hein, alors, tout le reste du Québec, on appelle ça la zone orange. Donc, on peut aller au restaurant, au cinéma, au gymnase, etc., faire un peu de sport. Ça va faire du bien, oui, vraiment. Ça va faire du bien à la santé mentale de tout le monde. Oui. Voilà. Par contre, il y a le couvre-feu à 21h30 là, qui est là. Mais bon, ça va faire du bien à la santé mentale de tout le monde, oui. Fait que ça augure bien pour un jour prendre l'avion et aller vous voir. Avec grand plaisir. Et vice-versa, vous viendrez nous voir aussi. Oui. Je te remercie encore beaucoup, et puis tous les participants. Un petit mot de conclusion, si tu veux bien, et puis je t'embrasse très fort. Et merci de tout mon cœur. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Puis moi, c'est beaucoup thérapeutique, en guillemets, d'être patient partenaire. Hein. Ça augmente l'estime de soi, etc. Et en même temps, ce que les chercheurs me disent, puis ceux qui reçoivent l'enseignement, là, ça change leur pratique. Moi, je ne sais pas combien de médecins qui m'ont dit M. Vigneault, vous avez changé ma pratique du tout au tout. Plus jamais je vais avoir un patient de la même façon. Plus jamais je vais prescrire des fortes doses. Ça me fait chaud au cœur. Donc, pour vous dire, c'est des petites victoires. Mais à force d'avoir des petites victoires, on va avoir des grosses victoires. Voilà. Merci à vous. Merci Luc, merci à tous, et puis bonne fin de soirée pour les Français, et puis bonne fin de journée à toi Luc. Merci.